Pendant le confinement, je vous lis des extraits de mon roman Maldon au Festival de Cannes en feuilleton. C'est un rendez-vous quotidien aux alentours de midi. Aujourd'hui, vous allez peut-être entendre un peu du bruit parce que j'ai un mari quelque part qui écoute de la musique et un grand-fils de l'autre côté qui apparemment chatte avec ses copains tout en faisant un jeu en ligne. Et de temps en temps, il y a des gros éclats de rire qui me parviennent de sa chambre. J'espère que ça perturbera pas trop mon enregistrement. Je rappelle au passage qu'il s'agit d'une comédie policière, une lecture de pur divertissement pour vous aider à booster vos défenses par le rire. Nous en sommes déjà au 17e jour de confinement, le jeudi 2 avril 2020. Il s'agit de la lecture numéro 15. Après avoir échoué à réclamer son salaire à sa productrice, Rosie, en rentrant chez elle, attendez, là je suis en train d'augmenter en même temps le son parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de le faire. Alors, Rosie, en rentrant chez elle, retrouve la trace d'Alan Sergo, l'acteur pour lequel elle travaillait. Vous vous souvenez qu'elle était sa garde du corps et il avait disparu. En fait, elle le retrouve dans un état lamentable au bout du rouleau et en plus il sent mauvais. Il la supplie de le cacher. Quand il arrive à la caravane, il s'effondre et il s'endort sur la banquette. Tony arrive juste sur ses entrefaites pour l'inviter à dîner, Rosie, pas Alan, et bien entendu, il fait une crise de jalousie. Finalement, ils dînent tout de même tous les deux ensemble pendant que Sergo euh, continue à dormir et Tony repart chez lui en laissant sa voiture devant la caravane car il a trop bu pour conduire. Jeudi, le jour des révélations. J'ouvre un œil vers 5 heures du mat, à cause des miaulements désespérés de Pastis qui a passé la nuit dehors. Aucune chanson dans ma tête. Ma mère n'arrive plus à suivre, on dirait. En regardant autour de moi, je découvre ma piaule. J'ai tout laissé dans l'état hier soir, les restes de la veille, même pas entassés dans l'évier. Tout est en vrac. Ça me fait un électrochoc. Je suis prise d'un sursaut d'énergie, je saute sur les produits détergents et je commence à briquer. Pastis joue avec tous mes gestes, il court derrière l'éponge, attrape le balai, mordille ma main. Sergo, avachi sur le lit de Sabrina, puisque les enfants ont dormi chez Véro et Ismène, ouvre un œil et débarque dans mon salon, tout propre, vers 8 heures. Pastis le toise, fait le gros rond, hérisse ses poils, triple le volume de sa queue et entreprend de cracher des flammes. C'est une image. « Oh, Gaffi, je dis à Sergo, vous voyez pas que vous faites peur à Pastis ? Faut dire que, vraiment, vous puez. Vous êtes tout crade. Et ici, regardez, tout brille comme un sous-neuf. Vous avez vu ? Bon, c'est l'heure de l'école, je vais aller faire un bisou à mes filles chez Véro. En attendant, vous prenez une douche complète et quand je reviens, je veux vous trouver aussi nickel que mon salon, ok ? Et vos fringues qui fouettent là, donnez-les-moi, je vais aller les jeter avec toutes mes poubelles. » Sergo proteste mollement. Doucement, c'est un polo Armani, un jean Cavalli, une veste Zegna. Sergo est sûrement d'origine italienne. Pourquoi pas un caleçon carbonara et des pompes Chianti ? Il me regarde sans comprendre. Aucun humour. Tant d'arrêt. Je secoue la tête. Pas grave. Je vais vous donner des fringues de mec. Je dois bien en avoir qui traînent, abandonnées par mes ex de passage. Je fouille au fond de mon placard et je trouve un t-shirt ayant enveloppé le torse musclé d'un beau gosse qui vendait des journaux dans une maison de la presse à la montagne, avec écrit dessus « Cœur de rocker ». Un Bermuda Lacoste un peu ringard qui avait moulé les cuisses de l'héritier suisse d'un trafiquant de faux tableaux, des chaussettes trouées, mais propres, d'un vendeur de pizza rouquin qui roulait divinement la pâte, et un blouson kiabi à capuche noire. Alors là, ce blouson, impossible de savoir à qui il a appartenu. Maintenant que Sergo est réveillé, je mets la radio pour avoir quelques nouvelles et je tombe sur un vieux refrain que ma mère chantait parfois. Là, je suis sûre qu'elle pensait pas que je me réveillerais si tôt. Comme elle a raté le bon moment pour m'envoyer sa chanson, elle le fait maintenant grâce à la radio.
Elle a plus d'un tour dans son sac. Elle communique avec les ondes aussi. Ils annoncent un certain Patrick Juvet. Où sont les femmes, à la fois si belles et si pâles? Où sont les femmes, les femmes, les femmes? Bon, je me demande pourquoi elle m'envoie un vieux truc sur les femmes. Bon, j'étais à la radio sur les aigus du chanteur, histoire de me donner le temps de réfléchir à cette question. Je rallumerai tout à l'heure. Elle aura peut-être peaufiné son message. Je sèche, maman, et c'est autre chose. Bon, c'est pas tout ça, je dois accélérer pour ne pas louper les petites sur le chemin de l'école. Je ferme la radio et j'avale vite fait, un vague jus de chaussette qui traîne dans mon frigo. Et je préviens Sergo, surtout, vous ne faites aucun bruit pendant mon absence. Si vous voulez vraiment que cette caravane soit votre planque, c'est pas le moment de vous faire remarquer. Motus et bouche crochetée. Quoi? Cherchez pas, je me comprends. Au moment de partir, pastis sur mes talons, je tombe sur Borelli, en train d'examiner la berlingot de Tony avec beaucoup d'intérêt. Vous recevez de la visite, Maldon? C'est pas la voiture du patron du Select, ça? Je croyais que vous aviez une éthique professionnelle. De quoi je me mêle, Borelli? Vous êtes jaloux? J'ai dit ça pour le provoquer, et quand je vois qu'il rougit légèrement, je me demande s'il n'y a pas anguille sous roche de ce côté-là aussi avec lui. Décidément, je ne peux pas faire un pas en ce moment sans qu'un type se mette à avoir des vues sur moi. Et quand je dis des vues, je veux dire des appétits de propriétaire. Vous apprendrez pour votre gouverne, Borelli, que je n'appartiens à personne. Au fait, que me vaut l'honneur de votre visite? Je veux discuter avec vous des derniers rebondissements. Seul le roi dit je veux. Je ne sais pas pourquoi je m'adresse à vous. Enfin, j'ai l'impression que vous vous sentez directement concerné par cette histoire, non? Je me trompe? Est-ce parce que vous avez été la garde du corps de ce type? Est-ce parce que ces deux malfrats vous ont agressé l'autre jour? Une autre raison peut-être? Il y a une chose dont je suis sûre, c'est que si je vous pose la question directement, vous ne voudrez pas répondre, n'est-ce pas? Vous n'auriez pas perdu votre flair, vous? La preuve, c'est que je vais répondre à tout. Pourquoi je m'intéresse à l'affaire Sergo? C'est tout simple, parce que je suis la reine des connes. Figurez-vous que l'autre soir, il était très inquiet. Il voulait pas que je parte. Il voulait que je campe dans sa chambre, par terre, comme un cil. Oui, un cil, S-E-A-L, pas les cils des yeux. Moi, j'avais mes filles qui m'attendaient à la maison. J'avais fait mon temps de travail pour lequel j'avais été payé. Enfin, payé. Je devais être payé. Il s'était rien passé. Aucun sniper. J'ai quand même vu un mafieux russe de ma connaissance à la projection, au palais. Comment ça? Un mafieux russe? Celui qu'on a arrêté il y a 4 ans? Pourquoi vous m'avez pas dit ça le premier jour? J'avais oublié. En attendant, tout semblait très calme et je ne voyais pas en quoi Sergo se disait en danger. C'est parce que je ne savais pas tout, bien sûr. En tout cas, il m'a supplié de rester. Et moi, j'ai refusé. Et encore, je ne dis pas à Borelli qu'il a prolongé mon contrat à Sergo et qu'il voulait que j'assure sa protection rapprochée H24. C'est secret. Vous imaginez ce que j'ai ressenti le lendemain quand j'ai vu qu'il avait été enlevé? Ça vous suffit comme explication? Venant de vous, oui, ça me suffit. Je vous sais suffisamment basique pour réagir de cette façon. Un type qui fait pratiquement 2 mètres, footballeur, c'est-à-dire sportif, musclé, costaud, vous dit qu'il a besoin de vous parce qu'il est en danger et qu'il veut que vous soyez sa bodyguard, et vous foncez. Ben non, justement, malheureusement. Une fois mes heures syndicales honorées, j'ai pas foncé.
J'ai minimisé ce besoin. Et maintenant, je me dis que si j'avais été là, forcément, rien ne se serait passé comme ça. Et vous en êtes où, là, maintenant? J'imagine que ça va pas très fort dans votre tête, sachant que 3 personnes sont mortes depuis, et que Sergo n'est toujours pas réapparu. Là, je suis vraiment mal. Mais rien ne pourrait me faire dire à Borelli que Sergo est tranquillement dans ma caravane. C'est une information que je veux garder pour moi, pour avoir une longueur d'avance sur tout le monde. Bon, Borelli, on prend racine, là. Je suis désolée, je dois aller faire la bise à mes filles. Elles ont dormi chez ma copine Véro. Et ensuite, je dois repartir au boulot. Vous avez toujours pas été viré? Décidément, tout le monde s'est donné le mot. Et non, il faut croire qu'il y a certains boulots que j'arrive à faire. Et que parfois, il y a des patrons qui sont contents de mes services. Dire ça, c'est vraiment ne pas manquer d'air. S'ils me voyaient au boulot en train de pianoter sur ma tablette des messages d'amour pendant que tout le monde passe devant moi sans me regarder. Et tout à coup, je me souviens que j'ai réussi une vente hier. Et en plus, Borelli, hier, c'est moi qui ai présenté la séance du film au marché du film. Et vous savez quoi? J'ai acté une vente. Et si vous ne me croyez pas, vous avez qu'à demander à ma patronne. Alors vous voyez, peut-être même que je vais me reconvertir dans la distribution de films. Allez, montez, je vous emmène. C'est ça, pour que tout le monde me voie avec un flic. C'est quoi cette pudeur, tout d'un coup? Tout le monde sait que vous êtes pote avec le commissaire Borelli, allons. Hors de question, vous m'aurez pas. Allez, ciao, à la prochaine. Il s'éloigne en pestant, tandis que je fonce à la rencontre de Véronique, qui doit être sur le chemin de l'école. Pastis retourne dans la caravane. Je crois qu'il voudrait surveiller de près les faits et gestes de Sergo. Je me demande si j'ai bien fait de taire sa présence chez moi. Ok, personne n'avait pris sa disparition au sérieux au départ, mais maintenant, avec les 3 morts, je sais que d'importantes forces de police sont déployées pour le retrouver. Et en parlant, je pourrais économiser ce dispositif. 51. Je trouve Véro, pas loin de la fontaine, et on finit le chemin ensemble. Les jumelles sautent dans mes bras, ce qui manque me faire tomber, car elles n'ont plus 3 ans depuis longtemps. Sabrina est en grande conversation avec Simon. Ismène n'est pas avec toi? Je demande à Véro. Non, comme on n'était pas sûr que tu passerais ce matin, elle a décidé d'aller chez toi pour discuter de ta soirée d'hier. Elle était très jalouse de ne pas être venue sur le yacht. Et moi, je suis très jalouse de ne pas avoir participé à l'anniversaire de Simon. Et c'était pas hier, c'était avant-hier ma soirée. T'as raison. Et t'as raison aussi pour l'anniversaire de Simon, c'était génial. T'as vraiment raté quelque chose. Je m'émerveille de voir à quel point Véronique a changé. Elle était toujours avec la misère du monde sur les épaules avant. À présent, elle rit tout le temps. Ça fait plaisir à voir. Au moment de quitter les filles, je n'arrive pas à les lâcher, je les couvre de bisous. Les jumelles se laissent faire. Sabrina proteste. J'ai beau la comprendre, j'arrive pas à m'en empêcher. Maman, arrête cette démonstration émotionnelle intempestive, me dit-elle sur un ton réprobateur. Ce n'est pas le lieu, contrôle-toi. Tu es trop dur pour moi, je lui rétorque pour lui faire plaisir. Je me fais la réflexion qu'aujourd'hui, je n'ai pas raté son nouveau mot. Je suis comblée. J'admire sa faculté d'avoir su le placer dans la circonstance vécue. Intempestif. Elle me fait un clin d'œil pour me consoler et elle s'enfuit rejoindre ses potes. Quelques minutes plus tard, je me sépare de Véro car elle doit aller au boulot. Comme je suis inquiète de savoir Ismène chez moi, je rentre en pressant le pas. De toute façon, je m'en doutais un peu. C'est trop tard. Déjà, la voiture de Tony est toujours devant chez moi, alors qu'il m'avait dit qu'il devait la reprendre avant d'ouvrir le Select. Quand j'ouvre la porte de ma caravane, je trouve Ismène, Tony, Sergo en pleine partie de poker, sous la haute surveillance de Pastis perché sur le placard. Ils sont tellement concentrés sur leurs cartes que personne ne me regarde. Ça va?
Je vous dérange pas trop? Silence général. Je croyais qu'il fallait être au moins 4 pour jouer au poker. Pas du tout, cri-cri, dit Tony. Il suffit d'être 2 pour pouvoir faire une partie. Ah, enfin, il y a quelqu'un de vivant dans cette caravane. Je te remercie, Tony, de daigner me répondre. Chut, dit Ismène. Tu déconcentres, là. Ils m'énervent tellement tous les trois que je décide de m'isoler un peu et de faire mon courrier du cœur sur le téléphone mobile prêté par Blanche. Il est temps que je regarde si mon nouveau petit amoureux m'a laissé un message. Je suis étonnée de voir Ismène disputer tranquillement cette partie de cartes au lieu de continuer à fouiner sur les événements. Bien entendu, une partie du mystère est résolue puisque Sergo est ici. Mais telle que je la connais, je sais qu'elle n'est pas du genre à abandonner une piste qu'elle a commencé à creuser. Ça doit turbiner sec dans ses petites cellules grises pour essayer d'entraver ce qui s'est passé exactement. Ismène, je savais pas que l'étude des codes de Radio Londres permettait de devenir champion de poker. Arrête de bougonner, ça ne va pas du tout. Et vous, monsieur Sergo, ça vous dérange pas de jouer tranquillement pendant que toutes les polices de France vous recherchent? Pendant que des tueurs veulent votre peau? Pendant que la femme de votre vie se morfond en se demandant si vous êtes mort? Il se tape le front de la main. C'est vrai, vous avez raison, passez-moi de quoi écrire un message. Vous lui transmettrez le plus discrètement possible. Tant que cette affaire n'est pas réglée et que je ne suis pas hors de danger, il vaut mieux que je continue à me planquer. Je lui passe un papier et un crayon et je me retire dans la chambre de Sabrina en laissant la porte ouverte. La radio braille une chanson d'Aznavour. Mais mon vrai métier, c'est la nuit, où je l'exerce travesti. Je suis artiste, je suis un homme, comme ils disent. Bon, là, ça se complique. Si je mixe Où sont les femmes avec cette chanson-là, je constate forcément c'est une histoire de genre, et franchement, quelque chose m'échappe. C'est laquelle des deux chansons, le message de ma Mother, hein? Il faut mieux que j'insiste pas, je referme la radio. Tout en répondant à mon petit amoureux qui a laissé des tas de messages sur le site de rencontre, je garde une oreille sur les échanges des joueurs de poker. Au bout de quelques minutes, en les écoutant parler, je me rends compte que l'histoire de la partie de cartes n'est pas anodine. En effet, je ne m'étais pas trompée sur mon Ismène. Je la connais bien. Cette partie n'est pour elle qu'un leurre, pour mettre Sergo en confiance, le faire parler. Elle essaie de tout savoir sur ce qu'il a vécu exactement à partir du moment où je l'ai laissé dans sa chambre samedi dans la nuit. Bribe par bribe, un scénario assez clair se dessine et nous commençons à comprendre vaguement le déroulement des faits. Bien sûr, Sergo évoque sa liaison, ou plutôt son histoire d'amour ardente avec la fille de son patron. Il est fou d'elle. Bon, ça, je le savais déjà. Je l'adore. Je pourrais mourir pour elle. Je lui dois tout. Tony, fleur bleue, veut en savoir plus. C'est grâce à elle et à son influence qu'ils m'ont acheté si cher au club d'avant, où j'étais simple remplaçant. Oui, enfin, c'est à double tranchant, dit Tony. Après, quand il a vu les résultats, c'est vrai, quoi, je veux dire, je veux pas te vexer, mais bon, c'est de notoriété publique. T'as pas tout à fait encore gagné de ballon d'or. Il se tutoie donc. Oui, je sais, c'est là que mes malheurs ont commencé. Enfin, en même temps, je me suis dit, c'est peut-être la chance de ma vie de me reconvertir dans quelque chose que j'aime vraiment. Le foot, j'en ai fait seulement parce que mon père me poussait quand j'étais gosse. En réalité, j'avais horreur de ça. Je rêvais de faire du théâtre. Du théâtre, chez moi, autant dire, un truc de gonzesse. Vous avez tous vu Billy Elliot, ben moi c'est pareil. Sauf que j'ai jamais eu le courage de dire non à mon père. Et il y avait personne qui donnait des cours de théâtre dans mon bled. Il s'était dit que j'allais devenir milliardaire grâce au foot et que le seul moyen, quand on était comme moi nul à l'école, c'était de jouer au ballon. Classique, je marmonne pour moi-même. Ce qui est marrant, c'est que Paloma, elle, c'est l'inverse. Elle voulait pas faire de la danse, mais elle voulait faire du foot.
Elle en a fait, elle a eu le droit, sauf que son père n'a pas voulu qu'elle passe professionnelle. C'est pour ça qu'elle s'est tellement entichée de moi au début. Une carrière par procuration. Ouais, elle nous a raconté. Qu'est-ce qu'il a fait, ton proprio, quand il a vu tout l'argent que tu lui faisais perdre? Ismène le tutoie aussi. En fait, tout le monde est cul et chemise dans cette histoire, sauf moi. Remarquez, c'est mon patron. Il faut que je garde mes distances. Il m'a proposé un marché. Ce type, il est obsédé par un truc parce que ça lui a réussi une ou deux fois. Il résout ses problèmes par des scandales fabriqués de toutes pièces. Mais alors un gros scandale, tu vois, genre la mort de quelqu'un, un assassinat, un accident, un suicide, une disparition, bref, t'as compris. Sa théorie, c'est chaque fois qu'un scandale arrive, quand t'es au fond du trou, ça te fait remonter. Tu veux dire qu'il tue des gens? Non, je crois pas. Juste, il se sert s'ils sont clamsés. C'est sa vision du marketing. La mort de quelqu'un, pour lui, c'est le top du top. Donc il m'a proposé un marché où je disparaissais, où je trouvais un moyen de lui rembourser ce qu'il avait misé sur moi en foot. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? C'est Paloma, c'est encore elle qui m'a sauvée. Elle a réussi à le persuader qu'en investissant dans le cinéma, il allait rattraper tout ce qu'il avait perdu au foot sur moi. Et tu sais, le mot cinéma, ça fait rêver tout le monde, même les hommes les plus riches du monde. J'avais rencontré Blanche Dorset quand elle avait produit un documentaire sur le club. Je lui ai demandé si elle n'avait pas un scénario de fiction dans ses tiroirs. Justement, Michael Dorset, son mari, en avait un tout prêt. Bon, c'était sur le rugby, mais on a adapté au ballon rond. Il leur fallait un acteur principal qui touche un peu au foot. Je sors de ma cabine, intéressée. Oui, Michael Dorset, comme réalisateur, c'était un peu chaud, non? Je demande. Il n'aligne pas vraiment les succès. Un peu gêné. Sergo essaie de défendre la réputation de Dorset. Je trouve que c'est sympa de sa part. J'aime bien la loyauté, même si je trouve ça un peu tarte. Peut-être, dit-il, mais c'est un bon quand même, hein? Il est très estimé dans son milieu. Il fait des films qui passent dans des festivals renommés. Il a reçu quelques prix. Je repense à ce qu'a dit Bintou du film d'hier, et ce qu'en pense Gaston aussi, et surtout à Mélodie Titus. C'est vrai, son film a été acheté au marché pour tout le territoire du Yukon. Ah bon? Un film sur le foot, ça suffit comme sujet, demande Ismène. C'est un peu mince, non? Là encore, ma chérie m'a sauvée. Elle a exigé qu'il ajoute dans son scénario une romance et une intrigue de polar. Bien entendu, elle a convaincu son père que je devais être le personnage principal et que c'était le seul moyen pour qu'il regagne ses millions perdus. Et que son rêve à elle, c'était de faire un film comme actrice. Actrice, danseuse, elle remontait dans l'estime de sa mère qui vit en Allemagne et qui a insisté auprès du père. Et banco. Oui, enfin, tout s'effondre si votre film est un bide, n'est-ce pas? Exactement, vous avez tout compris. À quel moment ont-ils su exactement que le film avait fait un flop complet, demande Ismène, que c'était avéré et définitif? Ça s'est fait en plusieurs étapes. Évidemment, la réception pendant la projection, très froide du public, c'était pas bon. Il y a eu des huées, personne n'a applaudi, la moitié des gens sont sortis au milieu de la séance. Si on veut prédire le succès d'un film à l'aune de la projection du palais, alors là, il n'y avait aucun doute. Le film ne pourrait jamais remonter la pente. Mais ils ne se sont pas inquiétés vraiment tout de suite. Avec son esprit tordu, Girard a même cru que ça pouvait faire le buzz d'être autant sifflé. Pendant toute la nuit sur la plage, puis une partie de la nuit après que nous sommes rentrés, il a eu des retours de la presse. Et le film était descendu par tout le monde. Irrécupérable. Pourtant, Dieu sait qu'il avait arrosé les médias. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement cette nuit alors? J'ai reçu un coup de fil après votre départ, Rosie. Des sponsors. On m'envoyait quelqu'un pour m'accompagner à la soirée sur le Lady Moon, histoire de continuer la fête. Je n'avais pas envie d'y aller, mais j'ai senti, au ton employé, que je ne pouvais pas refuser.
Et le bazar dans votre chambre, comme s'il y avait eu une bagarre. Hein? Elle était comme ça, ma chambre? Alors là, je ne suis pas au courant. Ils ont dû envoyer quelqu'un pour la mise en scène après mon départ. Et que s'est-il passé sur le yacht? Le cirque a commencé. Girard n'a même pas voulu me voir. Ils m'ont flanqué sur un canapé dans un coin avec 2 filles, une dans chaque bras, toutes les deux allumées à la coke. Elles m'ont fait boire et Eric, paix à son âme, s'est approché de moi. Sous prétexte que j'avais manqué de respect à sa fiancée, soi-disant une des 2 filles, il a commencé à me chercher. J'étais trop beurré pour comprendre ce qu'il se passait. J'ai horreur de la violence. Oui, ça, j'avais remarqué au rond-point. Il ne relève pas et continue. J'ai juste essayé d'échapper à la castagne, j'ai reculé jusqu'au bastingage. Une des filles me collait au basque. À la fin, j'ai quand même été obligé de filer quelques torgnoles à Eric, dans l'espoir de le faire lâcher, mais ma technique était plutôt de m'accrocher à son col, tu vois, le plus possible, afin d'éviter ses coups. Et voilà, je vais arrêter là.